La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Bienvenue sur le parquet de la Radio Off. C'est le retour, c'est la reprise des émissions Radio Hall of Fame Basket. Vous avez reconnu ma voix, bien entendu. C'est bien moi, Oncle Phil Basket, pour cette reprise avec mes collaborateurs, comme à notre habitude. Missy depuis Paris, le Doc ONP depuis Angers. On va commencer par les présentations. On va commencer par Missy du côté de Paris. Comment vas-tu, Missy? Bonsoir. Ça va, on est là. On est très heureux de t'avoir pour cette reprise Radio Basket. Merci d'être avec nous. On est très très heureux. On a été dans la bulle. Maintenant, effectivement. Maintenant, comment dire, nous aussi on était dans la bulle avec eux. Ouais. On revient maintenant à la vie civile. Et le retour à la vie civile va demander beaucoup de discipline à nos chers joueurs de la NBA. Ouais. Et gare aux contrevenants. Ouais, ça va pas être évident, mais c'est un vrai plaisir de reprendre. On va accueillir le Doc ONP depuis. Vas-y, Missy. C'est un vrai plaisir. Dis-nous à quel point ça t'a manqué Radio Basket. Non, ça nous a pas manqué parce que. Mine de rien, on dit quand même les NBA vont être sur une année pratiquement entière au roulant. Oui. Parce que c'est beaucoup d'efforts qu'ils ont fournis. On leur demande encore beaucoup d'efforts. Et malheureusement, avant même que la saison ne débarque, on a perdu Klay Thompson. C'est terrible. Ouais. Il va connaître une deuxième saison blanche. On en reparlera vu qu'on va rentrer, on va parler de plein de choses. On va en reparler. Laisse-moi introduire le Doc ONP. Vas-y alors. Vas-y. Qu'est-ce que tu veux dire? Vas-y. Juste une chose, je suis ravi de voir les petits jeunes débarquer à la NBA. C'est la bonne santé d'une société. Par les temps qui courent, c'est bien de voir les jeunes arriver via la draft et via d'autres moyens, en se disant que les millions, eux aussi, vont pouvoir rêver. Vont pouvoir rentrer. Allez, Missy, enchaînons avec les présentations. On va accueillir le Doc ONP. Le retour du Doc sur le parquet de la Radio Off. Ça fait un moment qu'on t'a pas entendu. C'est un vrai plaisir d'entendre ta voix, le Doc ONP. Comment vas-tu depuis Angers? Oui, bonsoir tout le monde. Oui, moi ça va, on gère le froid, on gère l'hiver. Et ça fait plaisir de reparler de NBA, ça veut dire que le retour de la Ligue n'est pas loin. C'est le retour sur Radio Off, ça veut dire tout simplement que le retour aussi de la NBA n'est pas loin, donc ça fait plaisir. Moi ça m'a manqué personnellement. De toute façon, tout ce qui est des discussions ou bien actions de basket, ça me manque toujours. Ouais. Et donc, je suis content d'être de retour pour cette nouvelle saison. Ouais, moi aussi, très heureux pour cette reprise. Voilà, ça m'a manqué, vous m'avez manqué. Voilà, je vous lance mon amour comme ça en direct. Vous le savez, depuis combien d'années qu'on est lancé dans cette aventure radiophonique, on va dire ça comme ça, qui nous a pratiquement liés, on va dire ça comme ça. C'est un vrai plaisir pour moi d'être avec vous de retour sur le parquet de la radio. C'est vrai que cette année, on va un peu parler de ça. Ah, je te fais la passe, Missy, rapidement, juste pour dire cette année, elle a vraiment été d'une bizarrerie, je vous raconte pas, entre la fin de saison bizarre, les problèmes de santé. Moi-même, j'ai des gros problèmes de santé, donc j'ai dû mettre un stop. Mais l'amour, la passion qu'on a pour cette NBA est telle que, comme tu l'as dit, le Doc ONP, on a vite envie de revenir sur le parquet et de reparler de basket avec la rentrée qui arrive, puisqu'on le rappelle, la rentrée c'est pour le 20 décembre, si vous me corrigez si je me trompe, c'est bien le 20, hein. C'est le 20 décembre, hein, si je dis pas, le 22.
Le 22 décembre, voilà. Le 22, voilà, le 22 décembre, une année assez bizarre. Si je devais, avant qu'on enchaîne sur le programme, j'aimerais vous entendre sur cette année bizarre avec le coronavirus, tout ça, sans être trop long. On va commencer par Missy. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Qu'est-ce que tu as sur le cœur par rapport à cette année? Juste une chose, moi, je veux vous dire que j'en ai reparlé de ça de pas plus tard qu'il y a quelques jours, parce que moi, je fais les conférences débats sur le sport avec les networks américains et tout ça. Il y a des sites internet, notamment Sport Technique. J'étais encore dessus et je parlais du fait que comment le sport va pouvoir s'adapter avec cette pandémie, notamment le sport féminin. Et il y avait un intervenant de la NBA qui a répondu, qui a dit justement, eux, à la NBA, ils ont fait le choix d'avoir aussi une bulle sanitaire, faire jouer les filles, même si la saison était beaucoup plus raccourcie et tout ça. Et donc, ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que il faut qu'on n'oublie pas que le sport est un rêve. Il faut qu'on n'oublie jamais les dreamers du sport. Ceux qui rêvent de devenir le prochain Michael Jordan, le prochain Magic Johnson, parce que souvent on a démarré comme ça, on a eu l'opportunité d'aller ou pas à la NBA. Même en Europe, il y a le problème en France où le basket est très en difficulté à cause du Covid, parce que bien souvent le basket vit justement de la manne des salles, des fans qui viennent et tout ça. Certaines franchises comme les Warriors vont démarrer et tout ça sont publics. Donc c'est bien triste aujourd'hui. Moi, l'autre chose que je dis, c'est que ne demandez pas aux sportifs de réduire leurs émoluments, leur salaire. On est en train de s'émouvoir aujourd'hui que les sportifs touchent tant. Moi, je n'ai aucun problème avec eux. Ils ne sont pas le problème de la majorité des gens. Bien souvent, quand ils touchent beaucoup d'argent, ils aident. Donovan Mitchell vient de faire un don colossal de 12 millions à son ancienne école. Certes, c'est une école qui est riche, c'est une école privée dans laquelle est allé aussi George Bush, président des États-Unis. Et donc tout ça, lui, l'idée, c'est de développer le fait que des gamins noirs qui n'ont peut-être pas les moyens vont pouvoir avoir accès à l'école. Donc aujourd'hui, ne dites pas aux sportifs, vu qu'il y a la crise, les sportifs, ils s'entraînent pour certains depuis l'âge de 4 ans, ils monnaient leur talent. Je suis content qu'un gamin comme Giannis Antetokounmpo puisse toucher le jackpot. Le jackpot, il va le toucher parce qu'il a fait des efforts et parce que sa vie, elle n'a pas été simple. Donc l'argent, il ne le touche pas parce qu'on aime bien, il le touche parce qu'il mérite de l'argent. C'est bien aussi de dire à tous nos sportifs de ne pas toujours leur dire quand vous négociez, ne vous vendez pas à la baisse. Parce que les petits jeunes qui sont derrière, eux aussi, ils vont arriver. Ouais. Le sport, il changera. Il y a d'autres moyens de financement, de ressources à trouver. La vie, elle doit être automatiquement repensée. Mais maintenez le sport dans l'esprit que c'est un moyen de réussir. Maintenir le sport, ouais. On va retenir ça. Le Doc Onpi, une pensée, comment est-ce que tu as envie de t'exprimer sur cette année, avant qu'on enchaîne avec la rentrée NBA, rapidement? Ouais, c'est une année noire, hein. On va pas aller, je veux pas épiloguer dans 10 000 choses, c'est une année noire. Ça a impacté sur le sport, là, je ne veux pas parler de politique ou d'autres choses, mais ça a terriblement impacté sur la société, et comme le sport fait partie de la société, donc voilà, c'est vraiment dommage, mais après c'est des choses qui arrivent, hein. On vit cette période comme d'autres gens ont vécu des périodes compliquées comme ça quand on n'était pas né, ou bien quand on était plus jeune, il y a des périodes comme ça. Ouais.
Ça rend la société vraiment suspicieuse. Il y a moins de solidarité. Il faut voir dehors, à l'extérieur, les gens sont méfiants. Le climat n'est pas terrible du tout. Et comme je disais, ça impacte malheureusement sur notre sport. Et sur tous les sports. Donc. Mais voilà, c'est bien que les fédérations et les ligues aient trouvé de quoi s'adapter. Moi, comme je l'ai dit, je suis un vieux de la vieille dans le sport que j'aime, dans le basket. Ça a dénaturisé pas mal ce que j'aime dans le basket, mais il faut faire avec. Oui. Parce que ils n'ont pas le choix. On n'a pas le choix. On essaye de trouver des solutions. Malheureusement, on est à l'ère des réseaux sociaux. Il y a beaucoup de comparaisons entre les époques, entre les années, entre les joueurs ayant joué dans les époques. Et ce qui se passe là va dénaturiser beaucoup dans la comparaison. Ça va encore flouer pas mal de choses, mais bon, on va faire avec. On va faire avec parce que la saison qui va arriver, heureusement, ils ont permis, je sais plus combien de pourcentage de personnes dans les arènes. J'espère que ça va aller en montant que en descendant, parce que la vraie catastrophe serait qu'ils finissent encore dans des huis clos. Et je veux dire, le sport par essence, c'est le public autour. Ils font pour le public, eux-mêmes ils le disent, ils font en grande partie pour le public. C'est difficile. Ouais. Et puis comme tu l'as dit, voilà, c'est cette note d'espoir. Oui, vas-y, qu'est-ce que tu veux dire rapidement? Juste une dernière chose. J'ai le souhait que en France et dans tous les pays, le sport revienne pour nos jeunes. Les champions de demain, ils sont dans les petits qui ont 4-5 ans, qui ont 10 ans, qui sont jeunes. Parce que quand ils ne pratiquent pas, ils perdent. Toi qui es un sportif, Simon, tu le sais. La pratique est cruciale, surtout dans les plus jeunes âges où on apprend. Moi, mon neveu, il a 4 ans, il vient de s'inscrire au judo. Je crois même pas qu'il a dû voir 3-4 cours de judo avec cette pandémie. Je souhaite qu'il puisse revenir au plus rapidement dans les salles. Parce qu'on dit toujours, moi, mon enfant, c'est peut-être pas le sport, il fera peut-être des études, mais il faut laisser toutes les portes ouvertes pour nos jeunes. Et cette pandémie-là, j'ai l'impression que elle est par moments en train de leur fermer quelques portes. Le Michael Jordan de demain, il s'ignore. Mais voilà. Il ne faut pas non plus qu'on puisse être ignoré. Voilà. Et pour cela, je te souhaite un bon anniversaire, mon cher. Merci. Par là que je te rencontrerai. Ça, je le dis, le premier MC du Off, bon anniversaire. Merci. Santé, surtout pour toi, pour que cette histoire dure encore plus longtemps. Vraiment, voilà. Merci Missy, c'est un vrai plaisir, merci beaucoup. Merci pour cette pensée. Et on va donc enchaîner, donc les amis, avec la rentrée NBA. C'est donc la reprise des entraînements, les équipes NBA qui reprennent dont le retour des joueurs donc dans les salles, dans les différentes salles ont démarré depuis quelques jours. Et j'ai une pensée comme ça rapidement aussi pour la famille Bryant. Je vois là sur mon compte Twitter, je vois LeBron James là qui rentre dans la salle d'entraînement avec son t-shirt noir floqué, Kobe et Guigui. Voilà, une belle pensée comme ça pour Kobe. Ça fait partie des éléments sur lesquels qu'on va garder dans notre cœur pour cette rentrée. Donc, je parlais donc du programme. Alors, il y a plein de choses à dire. On n'a pas malheureusement tout notre temps pour parler de tout ce qu'on veut, mais on va être le plus concis possible. On va essayer, on va évoquer les points les plus chauds, sauf s'il y a des points. Je vais annoncer le programme. S'il y a des points des points que vous voulez ajouter par rapport au show de ce soir. Alors, je rappelle, le dimanche, normalement, c'est Total Africa NBA, mais on va pas se concentrer sur Total Africa NBA. On va parler de basket globalement. On va rattaquer les grosses news, les gros sujets, on va dire ça comme ça, de cette ligue. On reprendra le cours normal des émissions à partir de la semaine prochaine, comme on le fait à notre habitude avec The Big NBA Show le mardi, le jeudi NBA No Limit et dimanche Total Africa NBA. Donc je parle du programme. Le programme, je voulais vous entendre un petit peu sur les changements. Chaque année, il y a des changements en NBA. Cette année, c'est donc le gros changement de l'actualité de cette semaine.
Vous le savez les amis, c'est donc le départ de Houston de Russell Westbrook et son arrivée donc aux Wizards de Washington et aussi l'arrivée de John Wall à Houston. Il y a aussi le petit la bouderie, je sais pas si on va appeler ça bouderie ou si on va appeler ça vous me direz comment vous appelez ça. Moi j'appelle ça une bouderie de James Harden qui ne veut pas s'entraîner, qui est entré en mode en mode rébellion, je m'entraîne pas, j'ai envie de me casser. Donc voilà, il devait s'entraîner aujourd'hui, il était pas là, James Harden. On va en parler. On va commencer par les Rockets. On va parler de Russell Westbrook, sa nouvelle vie. On va parler aussi un peu des Sixers de Philadelphie avec Doc Rivers, Joel Embiid, les espoirs de Joel Embiid pour cette nouvelle année, ses attentes. On va parler aussi de Pascal Siakam, les Raptors de Toronto. Voilà un peu les grosses parties pour cette reprise, mais on n'oubliera pas aussi les autres sujets qu'on aura l'occasion de rattaquer, bien entendu, mardi, puisqu'on le dit, c'est la reprise avec les entraînements. Donc on a le temps d'attaquer les débats avant la rentrée, qui, on le rappelle, sera le premier match officiel qui démarrera le 22 décembre. Donc je vais vous entendre. On va faire la passe à Missy. Missy. James Harden qui nous fait une grosse bouderie là, il veut aller aux Nets de Brooklyn, d'après ce que l'on a compris, il veut aller aux Nets de Brooklyn. Alors il fait le forcing, il veut pas s'entraîner. L'arrivée de John Wall, il en a rien à battre, il s'en fout. Les Rockets, il n'y croit plus du tout. Voilà la petite histoire. Comment est-ce que tu as envie qu'est-ce que tu as envie de dire sur les Rockets à chaud là? On parle des Rockets, on va parler des Wizards après. Missy. Juste pour James Harden qui fait une grosse bouderie, je vais faire volontairement une digression et rappeler quelque chose par rapport à la draft qui a eu lieu et faire la relation normalement avec cette émission du dimanche qui est Total Africa. Lors de la draft, il y a 8 jeunes Nigérians qui ont été draftés. Donc 6 en contrat garanti, 2 autres au-delà de la 31e place, c'est bien ça. C'est les 30 premiers qui ont un contrat garanti. En 84, Olajuwon, qui partait à l'aventure aux États-Unis, on savait même pas, Olajuwon a été drafté en première position. Et puis, tout ça s'est installé que l'Africain pouvait jouer, entre guillemets. Donc, je fais volontairement ça parce que il y a des gamins qui sont contents de toucher du rêve leur doigt. James Harden a eu cette chance de toucher du rêve son doigt. Maintenant, il ne peut pas se dissimuler. Je ne veux pas. Tu n'apprécies pas son comportement. On le voit dans les réseaux sociaux, Missy. Missy, on le voit dans les réseaux sociaux jeter les billets partout aux anniversaires et tout ça. Il doit aller de l'avant et jouer son rôle à Houston. Houston lui a renouvelé un contrat, lui paie des millions. Houston attend qu'il joue pour lui. Quand on regarde Michael Jordan, il était en froid avec le GM. Début, à l'époque d'Eric Close, entre eux deux. Personne n'en a jamais pas su grand-chose ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, je pense que les réseaux sociaux sont venus polluer les choses. Par ces temps de crise où il y a beaucoup de soucis, où les gens perdent leur emploi, je suis désolé de le dire comme ça encore une fois de plus, vous ne pouvez pas vous permettre ce caprice, vous ne pouvez pas, juste parce que Kevin Durant ou autre est un ami, vous voulez faire une super team, il a demandé son transfert. C'est pas parce que vous demandez votre transfert qu'on vous envoie forcément là où vous voulez. En tout cas, on a compris que tu n'apprécies pas son attitude. Écoutons. Ouais.
écoutons, je vais faire la passe au Doc NP. On va écouter John Wall. J'ai un extrait de John Wall de 40 secondes. On va l'écouter, John Wall qui s'exprime sur John Wall, il est content. Il a retrouvé son pote DeMarcus Cousins aux Rockets. On va écouter John Wall. Lui, il est prêt à démarrer avec les Rockets de Houston. On écoute John Wall, après on fait la passe au Doc NP. And I'm still just embracing it. I mean, but the most important thing for me, I was excited about was to get on that court today and get through a training camp practice. I haven't done that in 2 years, and that was fun. It was exciting. He seemed like a heck of a coach, some guy that's straightforward, not going to sugarcoat it. He telling us what he wants from us, and he's also let me be a leader out there and to registrate what I know and what I think is best for the team and what I've seen in my 10 years been in the league, going in my 11th year. That's a fun thing to have when you have the opportunity to have a voice from day one, and that's what leadership is about, and that's something that I'm gonna embrace, and that's something I'm trying to bring to this team. Alors vous l'aurez compris, hein, 40 secondes, voilà un extrait qui vous donne le ton de la mentalité de John Wall. Il dit let's get it, les gars. Il parle de leadership aussi. Il dit qu'il est prêt à embrasser le rôle de leader, hein, des Rockets de Houston. Donc John Wall, lui, il est déjà prêt. Il est déjà prêt à être le boss aux Rockets de Houston. Let's get it by John Wall. C'était tout à l'heure, voilà. Vous l'avez entendu, non? Vous avez entendu ce qu'il a dit, je suppose. Hein. Vous avez entendu un petit peu John Wall? Oui. Le doc. Écoutons le doc et après on revient vers toi. Le doc ONP, comment est-ce que tu as envie de réagir à cette actu avec James Harden qui boude, John Wall qui lui il s'installe, voilà, il dit voilà, I'm ready to embrace this role, voilà, il veut être le leader de cette équipe des Rockets de Houston. Comment est-ce que tu ressens le truc, le doc? Oui, comment je ressens le truc, je ressens juste déjà du côté de James Harden une légitimité, hein, Phil. Moi, contrairement à Missy, j'essaye de m'adapter avec ce qui se passe à cette époque. J'ai compris que c'est plus comme avant et que si on réfléchit comme avant, on va jamais comprendre ce qui se passe maintenant. On ne va jamais, moi j'ai déjà compris que ça ne sert à rien de réfléchir comme un ancien avec l'époque de maintenant, et beaucoup font cette erreur que j'ai faite aussi, hein. Et parfois ça m'irrite encore, mais j'ai compris que les joueurs ont décidé aussi de prendre le pouvoir quand ils en ont l'occasion et de s'affirmer. J'ai longtemps tapé sur LeBron James pour XY raison, parce qu'il a donné ce pouvoir aux joueurs que je trouve parfois excessif, que parfois je trouve capricieux, mais quand je vois aussi des joueurs qui, quand ça ne va pas du tout, se lèvent le matin et apprennent qu'ils sont tradés pour X, Y, Z, et même sans raison souvent valable, en tout cas la raison du boss juste, je peux comprendre que un joueur comme James Harden qui peut-être arrive en bout de souffle dans cette équipe, peut-être qu'il arrive en bout, hein, parce que ils ont tellement frôlé le titre, parce que quand je dis le titre, c'est que pendant une période, pour moi, la conférence Ouest, le vainqueur allait au titre quasiment directement. Ils se sont tellement cognés que c'est pas comme si il n'a pas donné beaucoup de victoires à ces gens-là. Donc il a fait des erreurs comme tous les joueurs. C'est le deuxième joueur avec le plus de victoires dans les années 2010 après LeBron James. Les gens le savent peu. LeBron James, après c'est James Harden qui a gagné le plus de matchs. Je me pose juste la question, qu'est-ce qui va apporter de plus dans ce chamboulement? Il va toujours jouer et tout ça, mais il est critiqué sur les playoffs. Dès qu'il ouvre le journal, James Harden en playoffs, James Harden ci, James Harden ça. Moi, ce mec, j'ai envie de me rappeler tout ce qu'il a pu faire pour cette franchise. Arrivé en tant que remplaçant de OKC, personne n'y croyait. Personne. Quand il vient remplaçant de OKC, on se dit pourquoi Houston donne beaucoup d'argent à ce mec. Il était 6e homme à OKC. Il retrouve Westbrook. Moi, je vois partout. On nous dit que Westbrook, il voulait plus jouer avec John Wall qu'avec Westbrook. Et les médias racontent du n'importe quoi. Ils sont affichés sur Instagram ensemble. Mais James Harden aurait dit qu'il préfère jouer avec John Wall qu'avec Westbrook.
déjà, il faudrait être complètement fou. Moi, je ne tape pas sur... j'ai pas envie de dire qu'ils sont incompétents, parce que ça a apparu quand même dans des médias sérieux, hein, et dans des Twitter très sérieux. Mais dire que lui, son pote, depuis, il préfère jouer avec John Wall, qui n'a pas joué depuis 2 ans, qui a un pourcentage au tir inférieur à Westbrook, parce que Westbrook, il est fiché comme Westbrook, mais où John Wall a un plus mauvais pourcentage que Westbrook au tir. Et plus fragile. Et on va dire que James Harden, c'est un con. Il a dit que non, je préfère jouer avec John Wall. La preuve, là, maintenant, il veut même pas. Donc, quelque part, le départ de Westbrook, peut-être que c'était le truc qui allait achever tout, parce que moi, je vois, tu fais venir Christian Woods, qui, depuis la blessure de Blake Griffin, a montré qu'il a un calibre All-Star en conférence Est. Christian Woods, en poste 4, à Détroit, c'était facilement 24 points, 11 rebonds, hein. Comme dès que Blake Griffin il s'est blessé, il s'est affirmé. Bon, Blake Griffin revient de Détroit, préfère redonner l'argent au boss. Houston le prend. Houston reprend de Marcus Cousins. Houston a toujours en remplaçant pivot notre bon vieux ancien pivot là, j'oublie son nom. Mais il forme une équipe. Pourquoi il s'asseye pas? Je sais pas. Maintenant, je suis pas dans les petits papiers, mais moi je vois la logique. Pourquoi ils ne s'asseyent pas pour dire aux 2 stars, aux 2 anciens MVP qu'ils ont, on vous a donné des intérieurs, on a renforcé un petit peu sur le banc, restez. Puisque Eric Gordon a dit restez et on essaye, c'est ce qui nous a manqué. Mais ils ont insisté, à ce qui paraît c'est Westbrook, genre je lis partout. Dans certains endroits Westbrook voulait partir, dans d'autres endroits c'est Houston qui voulait trader. Mais pourquoi ils ne s'asseyent pas avec James Harden pour le faire rester et lui dire on va te donner de quoi te satisfaire pour rester? Moi, c'est ce que j'ai vu partout. Quand tu veux que ta star reste, tu lui dis qu'est-ce qu'il te faut pour que tu restes, je garde qui, je prends qui. Parce qu'a priori, ils veulent pas qu'il parte. Mais est-ce qu'ils ont ramené des éléments là pour lui dire de rester? Moi, je voyais les éléments là. Et j'ai même vu des nouveaux 5 entrants. On disait Westbrook, Harden, DeMarcus, Christian Woods, Eric Gordon, je sais pas qui d'autre. Ça avait l'air plaisant, mais moi, James Harden, je vous le dis, tu me ramènes John Wall, je te dis, c'est pas ça qui me fait rester. À l'heure actuelle, hein, tu me ramènes 2 blessés de guerre qui, pendant 2 ans, se sont blessés chaque 3 mois. C'est pas ça qui me fait rester. Je reste pourquoi? J'ai quelle garantie sur DeMarcus Cousins qui, on le sait bien, dès que tu as un conseiller qui te dit, un conseiller en santé, parce que James Harden, c'est l'une des meilleures santé de cette ligue, qui te dit un mec comme DeMarcus qui s'est blessé au tendon d'Achille, c'est normal que le genou soit fragilisé. Il s'est blessé au genou, c'est normal que la cuisse... Ah, il s'était aussi blessé déjà à la cuisse tout seul. Et on te dit qu'on va te ramener en plus John Wall. Encore, tu te dis qu'ils sont loin, on te dit John Wall à la place de ton pote. On parle de John Wall. C'est-à-dire que le mec, on ne sait pas s'il va jouer, même là, pendant les préparations, s'il va pas se reblesser. Les blessures qu'il a eues, c'est pas de la blague. Qu'est-ce que je reste faire à Houston? Moi-même, je vous dis, qu'est-ce que je reste faire là? J'ai 31 ans, il me reste 3 belles années à fond. Pourquoi je reste moisir là? Mais moi, c'est pour ça que je dis, je veux bien qu'il fasse la fine bouche, je veux bien, mais Houston, pour moi, Houston en faisant partir aussi. En fait, ce que tu dis, c'est que Houston, ils ont pas pris les bonnes décisions au niveau managérial, quoi. Ils ont pas fait ce qu'il fallait pour le convaincre de rester. Le GM a démissionné, hein. Oui, mais voilà, mais il part peut-être parce qu'il voit qu'il n'a plus les moyens et qu'il ne s'entend plus avec son front office, ou il n'y a plus de confiance. Parce qu'on peut Daryl Morey, on peut dire c'est l'un des meilleurs GM de cette ligue depuis 10 ans. Parce que ce qu'il a fait à Houston, s'il n'y avait pas les Warriors, avec si Kevin Durant ne prend pas cette décision, on me parle de LeBron James serait champion ou je sais pas quoi. Pour moi, c'est Houston qui a au moins 2 bagues. Hein. Que la décision de Kevin Durant a bloqué beaucoup de gens. On me parle de bloquer LeBron James. Moi, je dis non. Hein. C'est Houston qui a le plus souffert de cette décision-là. C'est Houston qui a le plus souffert de cette décision. Parce qu'en plus, ils étaient aussi parmi ceux qui le voulaient, au passage. Donc, Daryl Morey, lui, part. Et parce qu'il a quand même formé de belles équipes, mais D'Antoni est venu avec un small ball qui ne leur a jamais réussi. Ils ont été la 2e meilleure équipe de cette ligue avec Capella dedans. Pourquoi ils ont changé? On n'en sait rien. Maintenant, ils ramènent du monde, mais ils te disent Westbrook n'est pas l'homme qu'il nous faut. Je veux bien que Westbrook n'est pas l'homme qu'il faut. Mais est-ce que c'est John Wall l'homme qu'il faut? Moi, John Wall, c'était
mon meneur préféré. Hein. C'est pas comme si je tape sur lui, j'ai un problème avec lui. C'était mon meneur préféré avant Kincaid ne se blesse. Mais moi, je suis Harden. Tu me dis John Wall, je te dis non. Je te dis, hey, si c'est pour que je joue 48 minutes en fin de saison pour nous qualifier pour les playoffs. Parce que la conférence Ouest qui vient là, oubliez, hein, Dallas va prendre une place. La Nouvelle-Orléans, tels qu'ils sont partis, ça va se disputer. Denver a déjà sa place. Portland a renforcé. Les Lakers, j'en parle pas. Les Clippers, j'en parle. À un moment, Houston, moi, Harden, je regarde, je dis, mais je vais me battre pour jouer la 8e place pour sortir au premier tour. C'est chaud, donc laissez-moi partir, prenez de la monnaie. C'est pour ça juste que je dis, c'est très délicat ce qui se passe à Houston. J'aimerais bien qu'il reste, mais moi j'ai juste peur que au mois de mars, on ait un James Harden show parce que l'autre a eu des pépins physiques, l'autre a eu des pépins X, Y, Z. Et c'est vraiment dommage. Parce que Phil, moi j'y croyais, Westbrook, Harden, avec DeMarcus qui n'a pas besoin de jouer beaucoup et surtout Christian Woods. Je me disais, cette fois-là, les autres équipes auront du mal à les battre. Ouais, c'est pas faux. C'est vrai que c'est avec on prend la logique de ta prise de parole. C'est vrai que lorsqu'on pense aux blessures de ces deux, enfin aux possibilités très fortes de se reblesser, DeMarcus Cousins et John Wall, c'est vrai qu'il y a de quoi se poser quelques questions. Missy, qu'est-ce que tu veux dire avant qu'on enchaîne? Non, je disais, c'est un vrai raisonnement là qu'a Simon, mais par les temps actuels, Simon, moi ce que je dis, ce type de raisonnement, il n'est pas forcément audible. C'est tout le problème, la difficulté que nous avons avec les temps actuels. Ça veut dire que quelque chose qui passait normalement par le passé, aujourd'hui, a du mal à passer. Parce qu'on est clair. Missy, je te coupe pas, mais on va être clair quand même sur quelque chose. Le départ de Harden au Nets, c'est mort quand même. Je vois pas comment ça va se faire. Hein. C'est mort. C'est mort. Ça, au Nets, il dira pas. Voilà. Au Nets, il dira pas. Au jour d'aujourd'hui, les Brooklyn, les Rockets ont pas envie de lui faire ce grand plaisir-là. C'est comme quand les Spurs, ils ont choisi de traiter Kawhi Leonard, ils voulaient aller soit aux Lakers, soit aux Clippers, mais ils l'ont envoyé à Toronto. Voilà. Oui, mais en fait, ce qui se passe, c'est que... ils vont pas lui faire plaisir. Non, mais ce qui se passe, c'est que les Nets n'ont même pas les monnaies, parce que quand tu envoies un mec comme ça, le problème, c'est que Dinwiddie n'a pas eu le temps d'éclore pour être un joueur principal. Caris LeVert, c'est dans la bulle qu'il a éclos. On sait qu'il est bon depuis, mais il a eu un petit rôle de leader sur 8 matchs dans la bulle. Bon, il y a une série de playoffs, on a vu que c'était pas ça. Mais c'est pour ça qu'ils veulent un des deux top players que les Nets ont. On peut comprendre. Le pire, c'est que Boston est ceux qui ont la meilleure monnaie. Le problème, c'est que... Mais le problème, c'est même pas là, c'est que quelle monnaie tu as. Il n'y a que Boston qui a de la monnaie. Mais est-ce que Boston voudra vraiment? Il n'y a que Boston qui a émis un moment, qui a regardé sur le dossier, parce que Boston a de la monnaie. Mais encore, ils ont perdu une des monnaies, parce que Gordon Hayward est parti, mais il n'y a que Boston qui a une petite monnaie. Et encore, je vois pas qui d'autre. Mais jusque-là, Harden, je ne sais pas s'ils se sont assis avec lui pour dire, écoute, nous on veut telle monnaie. On veut un minimum. Ça, je peux comprendre du côté de Houston. Mais moi, je ne vais pas le laisser gratuitement. Ils vont surtout pas le laisser à un potentiel concurrent au titre. Non, à l'Ouest, ça va être mort. À l'Ouest, ça va être mort. Et sachant que même les Nets, là où il veut aller, la bonne marche des Nets va dépendre du meneur qui s'appelle Kyrie. Et on sait que Kyrie, en ce moment, il vit sa crise, entre guillemets, sa crise d'ado à cette heure-ci. On reviendra sur Kyrie. On reviendra sur Kyrie. Allons-y un peu avec James Harden. Allons-y un peu avec James Harden pour essayer de voir un petit peu ce qu'il attend. Vas-y. Il t'appelle
Non, je disais juste, je restais sur James Harden pour rebondir sur l'histoire financière. Vas-y. Moi, je pense même pas du climat actuel financier, de pas faire de chichi, parce que quand je vois l'argent qui a été distribué, tu en reviendras peut-être sur les nouveaux contrats tout à l'heure là. Quand je vois l'argent, le niveau d'argent qui a été distribué, ils ont montré que ils ont encore beaucoup d'argent, tous ces gens-là. Parce que il n'y a même pas eu de chipotage, d'histoire, il y a eu des contrats faramineux là depuis 2 semaines que j'ai vu là, c'est incroyable. Mais moi, quand tu vois l'argent, et tu te demandes, parce qu'ils se sont plaints en plus, que écoutez, il faut nous sauver, le Covid, les stades sont vides et tout le bordel. Mais les joueurs ont réussi à avoir, et on parlera de ça j'espère, parce qu'il s'est passé des choses que je trouve quand même inconcevable, mais je sais que Phil, tu viendras sur ça. Vas-y. Moi, j'ai mon coup de gueule sur ça bientôt, mais de là, moi, je comprends Harden qui dit, écoutez, ne me parlez pas d'argent, parce qu'il y a de l'argent. Et ils prennent John Wall qui a le même salaire que Westbrook. Encore, ils auraient pris un mec moins cher. Je me suis même dit à un moment donné, Phil, que c'était même pour faire un sign and trade, ou bien à un moment le prendre, le couper pour avoir du salarié et faire venir quelqu'un. Je me suis même demandé si le contrat d'Harden empêchait ça, peut-être qu'il prenne John Wall. Je me suis posé des questions. Je me suis même dit, soit c'est Washington qui prenne Westbrook pour lui faire un buyout sur plusieurs années et lui dire va où tu veux. Parce que pour moi, ce trade n'avait aucun sens. Je n'ai même pas compris ça. Bon. Après, c'est fait. C'est fait. Effectivement. Après, c'est fait. Il faut qu'on pense à l'avenir maintenant. Missy, vas-y avant qu'on enchaîne. Non, je disais justement, en parlant de l'argent, la NBA a été plutôt généreuse auprès de ces 3 bonnes personnes qui est Bam Adebayo, Donovan Mitchell et Jason Tatum. Ils ont, pour leur très très jeune âge, ils ont touché une somme inconsidérable. Ils ont vraiment tous les 3 touché le pactole. Et c'est pas encore fini parce que il y a de fortes chances que ces 3 joueurs dans les années à venir vont être ceux qui vont être dans les All NBA Teams. Voilà. Donc, globalement, le Doc NP, comment est-ce qu'on peut, si on essaie de se projeter un petit peu dans l'avenir avec James Harden, il va nous faire la gueule il va faire la gueule jusqu'au premier match officiel des Rockets. Et on va l'envoyer, enfin ils vont certainement l'envoyer quelque part de toutes les façons, ou soit ils vont pas le forcer à rester, je pense pas, le Doc NP. Ils vont pas le forcer à rester. Ouais, mais le souci c'est que ils peuvent avoir faire comme certains boss des opérations de cette ligue qui ont le bras long, ou bien qui s'en foutent et qui disent écoute, moi les seules équipes qui peuvent, c'est des trucs comme New York, comme Charlotte, ou je sais pas. Les Warriors seraient sur le coup, mais James Harden, il veut pas y aller aussi non plus, Golden State. Les Warriors, je t'avoue que les Warriors, j'ai même un doute parce que j'ai entendu cette rumeur, mais puis ils ont une monnaie quand même avec leur poste 3 qui est jeune et ils ont quelques tours de draft. Ils ont peut-être leur numéro 2 de la draft 3 là, je sais plus quand ils l'ont pris, plus Wiggins. Mais les Warriors, pour moi, oui voilà. Mais les Warriors, pour moi, j'ai un doute parce que je me demande quel serait l'objectif à court terme. Parce qu'à long terme, là, il n'y aurait plus d'objectif. Ça serait mort. Maintenant, à court terme, est-ce qu'ils veulent partir en small ball et se dire que Looney va essayer de colmater seul? Est-ce que il y a beaucoup de questions parce que 2 artilleurs sans pivot, c'est se retrouver en mode Houston. Il ne faut pas qu'ils rêvent. S'ils sacrifient le poste 3, le poste 5, plus YZ, ça veut dire qu'ils se retrouvent comme Houston l'année dernière. Tu as 2 tireurs à 3 et qui ramassent les rebonds pour eux. Et avec les armadas de Los Angeles, on a vu que vaut mieux même quand même avoir des mecs de 7 foot. Même si tu as des mecs de 6-10 dedans, au moins 2m10 qui vont venir t'aider. Et en plus, les adversaires, Dallas, en santé, ils ont des extérieurs, des intérieurs. Portland, extérieur, intérieur. Portland a renforcé.
Même Sacramento a renforcé un petit peu. Donc, moi, je me demanderais, je me poserais juste la question aux Warriors, est-ce qu'ils ont un plan, ils ont un intérieur ou un 4 parce que Draymond Green, on peut tout dire, il commande en 4, mais c'est pas le meilleur rebondeur de la ligue non plus. Il a fait partie. Voilà, donc. Il n'est pas Draymond Green. Je me pose la question. Les Warriors, avec Klay Thompson en meilleur défenseur périmètre, tu te dis oui. Quand Iguodala était là, tu te dis, ils vont gêner. Mais là, tu prends James Harden. Tu laisses partir Wiggins plus Wiseman, par exemple. Ah là, c'est un gamble terrible. Ouais. C'est pour ça que je me dis, moi, franchement, chez un contender, il n'y a que l'option, soit Boston sacrifie parce qu'ils ont déjà donné le gros à leurs gros joueurs, et ça m'étonnerait parce que j'ai entendu parler du pack Jaylen Brown, plus je sais plus qui, parce que Jaylen Brown a dit qu'il a un prototype de franchise player, qui sait, il a une grosse marge encore, ou bien Toronto, parce que Toronto va jouer à Tampa, et ce sera pas dans le nord, d'abord il va être dans la chaleur, un petit peu en Floride, et peut-être, je me dis, peut-être Toronto qui a encore de la marge et des éléments pour échanger. Mais là, je penserais que notre frangin risque de sauter. Parce que Houston ne va pas dire Toronto sans dire on veut lui. Il va être dans le pack, forcément. Houston va dire on veut personne, on veut lui dans le pack. Ça, c'est sûr. Donc moi, je vois personne. Je vois personne. C'est compliqué. Un avenir sombre de la part de l'avenir de la carrière de James Harden. Missy, je voulais te faire la passe pour son coéquipier, enfin son ami, on va dire ça comme ça, ex-coéquipier mais ami de longue date, Russell Westbrook, qui lui, on peut dire qu'il va retrouver le sourire quand même du côté des Wizards avec un super joueur quand même, Bradley Beal et Russell Westbrook. C'est un duo potentiellement plutôt intéressant. Oui, Bradley Beal qui a fait quelques déclarations en disant que on entend beaucoup de fausses choses sur Russell Westbrook. Et puis il va surtout retrouver Scott Brooks, qu'il connaît très bien d'ailleurs, ancien coach d'OKC. Il n'a pas eu forcément... ça s'est un peu précipité avec sa venue à Houston, son association avec James Harden. Oui, c'est quand vous voulez monter des super teams. Mais il faut savoir que quand vous avez un joueur type James Harden, le problème va aussi se poser avec Bradley Beal. Quand vous avez James Harden ou Westbrook, dans ce type de joueur, il vous faut forcément des joueurs de devoir. Ceux qui vont charbonner, ceux qui vont faire les petites choses qui ne se voient pas. Les Lakers, ils ont été champions en NBA pour la simple bonne raison qu'ils sont parvenus à faire les petites choses qui ne se voient pas. Et tout n'a pas tourné forcément autour d'Anthony ou de LeBron James. Vous devez avoir le playmaker qui, lui, va vous rapporter les points cruciaux dans un match. Celui qui, même s'il ne va pas être là-dedans, et donc Russell et Bradley Beal sont capables de jouer ensemble, mais le problème des Wizards, il est beaucoup plus important que ça. Il va falloir notamment que ça soit l'année de la confirmation pour leur rookie japonais béninois là, comment Rui Hachimura. Rui Hachimura qui est un très bon joueur. Tous ces joueurs-là, il va falloir maintenant. Écoutons Russell Westbrook. Écoutons Russell Westbrook quelques instants. Après, on va faire la passe au doc là-dessus. Russell Westbrook qui en tout cas est heureux de retrouver son coach, son ex-coach, son nouveau ex et nouveau coach, coach Brooks. Il est très heureux de cette réunion avec Bradley Beal. On écoute Russell Westbrook. Superstar talent, and he proved that and showed that last year with what he had, and
he's just only going to get better. My job is to come in and continue to uplift him, try to push him to be better. And that's all I'm here for, man. And I'm happy to be his counterpart and try to make the game easier for him. And that's what I'm trying to do. I mean, obviously there's some differences. I'm a little older. Scotty's a little older. We had some time and apart. But the great thing about me and Scotty's relationships, we always stay connected. We always been in contact throughout my whole career. Scotty was, a huge part of the reason why I'm able to do some of the things I'm able to do now. To this day, he gave me a chance. He gave me an opportunity to go out and make some of the mistakes I still make today. But he allowed me to do that, and I'm grateful for that because I learned so much about myself, about my game, about who I am as a player, and I'm just happy and excited to kind of be back with him and continue our friendship, but also our journey on the basketball court as well. It's always tough to be able to get up and move. It's tougher for me now, and I would say not for me, but my family and my wife, because she has to move all my kids and all of our kids and stuff, find schools and places to stay. So that's the most difficult part because I know the stress it kind of puts on my family. For me personally, I kind of just go with the flow. But that's the most important part about my life is my family. So just get acclimated is an important thing, especially for the wife and the kids. Where do you want me to start? Voilà. Russell Westbrook, il n'arrête pas de rigoler. Hein. Très très heureux, Russell Westbrook. En tout cas, ce nouveau départ pour lui, on peut appeler ça un nouveau départ. Écoutons un peu le Doc Wenpy sur cette arrivée au Wizards. Le Doc Wenpy, Russell Westbrook, c'est du positif. Hein. Moi, j'aime bien ce duo. Et comment toi, tu réagis à chaud? Le Doc Wenpy, tu as écouté Russell Westbrook? Lui, il est content d'arriver au Wizards. Mais c'est... Russell se retrouve dans une configuration avec un arrière qui aime tirer, un artilleur, et lui qui essaye de faire un petit peu tout, tir, plus attaque de cercle, plus passe, rebond et tout. Donc, il y a des jeunes prometteurs dedans. Ils ont un tireur à 3 points aussi, qui est l'un des meilleurs de la ligue. Donc, il se retrouve dans une configuration qu'il aime bien plutôt, même si moi je t'avoue que je sais qu'avec lui ils pourront se battre pour une place en play-off si la santé les lâche un peu, parce que à part Bradley Beal, il y avait d'autres joueurs un petit peu fragiles dans cette équipe, mais je pense que avec Rui qui va confirmer, Bertans qui à l'aile tire bien, donc je parlais de leur tireur, Bertans, Thomas Bryant Jr. pour rappeler, Wagner sera encore là, Ismich sera encore là, je pense qu'il n'a pas bougé. Je pense qu'ils ont pris aussi Robin Lopez qui n'est pas négligeable, et surtout Shabazz Napier. Je sais pas si Shabazz Napier il a bougé, mais en tout cas ils ont un petit roster, franchement, conférence Est qui est très playoffable. Maintenant, moi je m'attendais à ce que Westbrook, pour tout vous dire, hein, mais j'ai oublié que Westbrook c'est quelqu'un d'honneur, qui c'est un bosseur qui ne regarde pas trop l'histoire de contender. C'est quelqu'un qui aime affronter la difficulté, parce qu'il sait bien qu'il n'aura pas le titre là dans cette équipe, mais il y va. Comme il a dit, sa famille c'est très important. Sa famille, elle soit bien. Il aurait pu bouder ou bien dire je vais pas là-bas, ou peut-être même dire je joue une saison, je fais un petit buy-out, question que vous ne me payez pas grand-chose, et après je me barre chez un vrai contender. Mais il y est, on l'a envoyé là-bas, il y est, il va faire son taf. J'ai entendu aucune rumeur de départ. Ouais. Ça m'a plutôt plu. Moi, je m'attendais à ça. Hein. Pour tout vous dire, je me disais, Westbrook accepte ça. Mais il va accepter de s'arranger avec eux. Il va dire, écoutez, reconstruisez, coupez-moi et donnez-moi un petit truc. Et je me barre. Je me barre signer où je veux. Mais il l'a pas fait. Pour l'instant, j'ai rien entendu. Et comme Magic Johnson a dit,
si cette équipe est en santé, déjà sans lui, ils se sont battus pour accrocher une place playoff. Je pense que dans cette conférence, Washington peut facilement prendre la place d'un Orlando qui va devoir confirmer dans les dernières places là. Donc attention quand même à eux. Ça va faire un petit piment. Ça va faire un petit piment. Intéressant. Ça va être intéressant. Ouais, Washington sera une équipe que je vais regarder un peu plus. Oui. Vas-y Missy, après on va enchaîner avec les Sixers. Vas-y. Ils vont être là encore cette saison. Hein. Ils étaient pas loin. Et puis Bradley Beal a fait juste une saison comme on a rarement vu. Même s'il a pas été nommé All-Star malheureusement pour lui, j'espère que ça va être fait cette saison. Rien du tout. Même dans les personnes de All-NBA Team, hein, c'est quand même assez surprenant qu'un joueur qui ait fait tout ça. Et puis il va bien s'entendre avec Westbrook justement parce que tous les deux, que ce soit Bradley Beal, que ce soit Westbrook, dans leur projet sportif, il y a quand même la dimension sociale présente de venir en aide aux autres. Il a fait énormément de choses dans la capitale Washington, Bradley Beal, comme Westbrook, on a fait énormément du temps où il était à Okishi ou même pour sa Californie, d'où il est originaire. Maintenant, il faut se dire que comme on le dit, nous, ici, chaque année, la saison va encore démarrer, on va encore le redire, il n'y a qu'un seul gagnant. Ça va pas changer. Public ou pas, qui ou quoi, il n'y a qu'un seul gagnant. Et l'histoire a montré, hein, les Charles Barkley, les Stockton, les Karl Malone, tous ces joueurs-là, c'est des gens qui n'ont eu aucune bague. Et pour autant, ils sont dans l'histoire de la NBA comme étant comptant parmi les meilleurs joueurs. À un moment donné, si ce n'est que le trophée, il y en a beaucoup qui vivent pour avoir ce trophée qui fait que ils ont leur nom dans l'histoire. Parfois, c'est pas possible. Ouais. Ça aussi, c'est à prendre en compte. C'est clair. Allez les amis, on va aller du côté des Sixers de Philadelphie. On va parler un petit peu des espoirs de notre cher compatriote Joel Embiid. Joel Embiid qui s'est exprimé dans les médias il y a encore quelques jours. J'ai pas l'audio par contre de Joel Embiid. Je vous le retrouverai là pour les prochaines éditions. Par contre, j'ai l'audio de Pascal Siakam. Ce sera là lorsqu'on va parler des Raptors de Toronto. Ça nous permet d'envoyer un gros big up à notre partenaire Mike Laviole, Radio Canada, qui a donc interviewé Pascal Siakam. On va écouter les extraits de Pascal Siakam tout à l'heure, mais on va d'abord parler des Sixers avec notre Joel Embiid national. On va faire la passe au Doc NP rapidement. Le Doc NP, est-ce que pour toi tu as l'impression que cette rentrée des Sixers c'est du déjà vu, c'est du déjà entendu, avec un Joel Embiid aux meilleures intentions, toujours avec de très très bonnes intentions en début avec la rentrée. Il est content, il a exprimé sa satisfaction des choix faits par Daryl Morey avec l'arrivée de Doc Rivers. Il est plutôt content. Maintenant, il faut que la sauce prenne. Il faut gagner des matchs. Et il faut que ça prenne. Le Doc NP, Joel Embiid. Allô, le Doc. Vas-y, Joel Embiid, oui, Jojo. Jojo se retrouve dans une configuration particulière parce que on dirait que la pression de cette saison, c'est comme si c'est win or die, c'est-à-dire win or go. Mais contrairement aux autres saisons, on se disait bon, la saison, mais j'ai l'impression que ça sonne un petit peu. Tu veux dire que c'est la der des der, quoi. Oui, j'ai l'impression que on parle d'une saison où c'est minimum la finale de conférence, voire la finale. Sinon, ça va être...
Sinon, ça va être chaud. Donc, on peut pas dire que son front office n'a pas travaillé. Ils ont travaillé. Là, ils ont bossé. Ils ont essayé de colmater les erreurs des départs. Bon, Butler, il n'y pouvait rien, mais je pense que pour moi, il pouvait quelque chose en s'asseyant vraiment, en prenant peut-être travailler en plus, mais il n'avait pas l'air de vouloir. Puisque Tobias Harris a récupéré, moi, c'est le mauvais coup, c'est autant d'argent. Tobias Harris a récupéré ses sous. Mais les départs de Redick leur ont fait très mal, et de l'autre tireur qui est parti chez les Clippers, là. Donc, il leur manquait vraiment une solution de tir fiable. Là, ils se retrouvent quand même en ayant gardé Furkan Korkmaz, je pense que lui il reste, mais en prenant aussi cette Curry. Et pour le reste, je pense que les joueurs principaux sont restés, vu que quand tu ramènes Dwight Howard, Al Horford, il est parti ou pas, excusez-moi. Al Horford est parti. Oui, effectivement, je sais même plus où il est parti, mais bon. Mais en tout cas, tu récupères. À Atlanta. Il est à Atlanta. Il faut qu'on vérifie ça. Mais vas-y. Je sais qu'il s'est barré quelque part. On va regarder. Mais en tout cas, quand tu récupères Ben Simmons après sa blessure, est-ce qu'il va commencer la saison d'ailleurs? Je l'espère. En tout cas, tu récupères Ben Simmons, Joel Embiid et Tobias Harris. De toute façon, tu n'avais pas le choix. Personne ne va le choper à ce contrat-là. Et que tu as quand même des guerriers comme Mike Scott qui sont toujours là. Le petit Ryan Brokoff venant de Dallas aussi. Je dis, il faut faire attention à lui. Moi, je trouvais très, très intéressant en sortie de banc. J'ai entendu qu'il était là-bas. Et que derrière, tu as Dwight Howard qui vient du banc. Je me dis, et Shake Milton est toujours là. Parce que je me disais, Shake Milton, il va falloir qu'il le garde parce que il faut qu'il mûrisse et qu'il a un fort potentiel. Je pense que son front office a essayé quelque chose. Donc, Joe est dans des dispositions où... Oui, vas-y. Al Horford, il est parti à OKC, hein. Oui, voilà. Donc, je pense que le front office a travaillé en gardant les deux stars, Simmons et Embiid, parce que je pense que c'était important pour Embiid. Si Simmons partait, c'était pas pour prendre du n'importe quoi. Et que Tobias Harris en 3 switch 4, il peut toujours jouer. Là, maintenant, on disait qu'avec Horford dedans, ça faisait un petit peu d'embouteillage. Donc, c'était pas terrible. Maintenant, on a libéré, en sachant que Harris, qui peut jouer 4, s'éloigne beaucoup du cercle et peut laisser de la place. Est-ce que Doc Rivers va réussir à lui faire comprendre, à lui montrer que son jeu, c'est un jeu dans la peinture pour donner des fautes, pour user l'adversaire, pour mettre l'adversaire en foul trouble et de temps en temps se faire plaisir avec un tir extérieur ou à 3 points au passage. Je pense que c'est sur ça qu'ils vont travailler, je l'espère, parce que à l'extérieur, ils ont pris de quoi artiller. Ils ont pris de quoi faire ce boulot et lui faire comprendre que c'est pas le tien. C'est pas le tien, il y a personne dedans qui va te gêner. Dwight Howard peut prendre le relais, tu peux aller user la défense, on va te taper les mains, tu vas te fatiguer, mais Dwight Howard peut prendre le relais. Ça, c'était très important pour eux d'avoir un de mecs qui disent à Jojo, je peux prendre le relais. Vas-y à fond parce que moi, quand tu seras sur le banc, je vais te faire souffler et on va maintenir un certain niveau. Donc, je pense que c'était très important et je crois que les Sixers sont armés pour être dans le top 4. Ça va pas être facile. Parce que cette demi-finale de conférence, il va falloir aller la chercher. Parce que forcément, pour éviter des mauvaises surprises, il va falloir sortir parmi les 4 premiers. Sinon, tu vas devoir affronter un des 4 premiers. Et à l'instant T, je les vois pas encore au niveau. Par contre, il y a de l'eau qui claque dans les oreilles là. Donnez-moi juste. On va faire une petite pause avant de reprendre le show. Juste donnez-moi une minute, le temps de faire une petite pause. On revient à tout de suite.
La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Juste le temps. Voilà, on enchaîne deuxième partie. Donc le retour, la rentrée NBA sur Radio Off Basket avec donc le Doc ONP depuis Angers, Missy du côté de Paris et Oncle Phil Basket du côté de Douala au Cameroun. On avait donc le Doc ONP qui était en train de conclure donc sur les Sixers de notre cher Jojo National. Voilà, la der des der pour Joel Embiid. On espère que cette fois ce sera la bonne, au moins pour une finale de conf là, comme tu l'as dit, le Doc ONP. Ça va pas être évident, mais voilà, Doc Rivers a les clés du camion. En parlant de clés du camion, je sais pas si vous avez entendu l'interview de Doc Rivers concernant Ben Simmons. Je vous dis ce qu'il a dit. On lui a posé la question de savoir qu'est-ce qu'il compte faire des lacunes de Ben Simmons. Vous connaissez la lacune légendaire de Ben Simmons qui est bien le tir à 3 points. Doc Rivers, il a dit tout simplement, j'ai pas l'intention de changer le jeu de Ben Simmons. Vous savez que Brett Brown, il a tenté dans la bulle de faire jouer Ben Simmons au poste 4, ça n'a pas donné grand chose. Doc Rivers, il a dit voilà, moi j'ai confiance au talent de Ben Simmons. C'est un joueur qui est capable de faire progresser nos joueurs. Donc moi ce que j'attends de Ben Simmons, c'est de rendre nos joueurs meilleurs et de nous faire gagner des matchs. Je ne m'intéresse pas à savoir s'il va réussir des tirs. S'il réussit un tir, c'est bien. S'il en réussit 10, c'est bien. S'il fait 0 tir, c'est bien aussi pour moi. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est de savoir si il va faire progresser ses coéquipiers, ce qui me fait donc comprendre que Doc Rivers ne va pas ne va pas nous la faire une Brett Brown en tentant des tests. Je pense bien qu'il va utiliser pleinement la capacité de Ben Simmons de jouer au poste 1 tout simplement et de faire et d'être le plus complémentaire possible comme à son habitude. Le Doc NP, pour ta conclusion avec les Sixers, on va faire la passe à Missy. Le Doc. Oui, donc je disais... Tu parlais de Jojo, je disais... Tu parlais de Joel Embiid. Oui, Jojo, lui, donc cette fois-ci, pour moi, il y a son front office à travailler, mais le souci pour moi, j'ai d'abord mis en avant le fait qu'ils ont bien travaillé. Ils ont de quoi être satisfaits. Ils ont fait le maximum qu'ils ont pu avec les éléments. Il fallait faire une couverture à Jojo. Mais moi, cette couverture, c'est pour qu'il aille vraiment dans la peinture et qu'il n'ait pas peur de la fatigue. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre le relais. Qui n'ait pas peur de la bagarre dedans. Parce que fuir cette bagarre pour tirer en extérieur, ça ne va rien leur apporter. Ils ont renforcé à l'extérieur pour des tireurs. Lui, le danger qu'il va créer dedans, les prises à 2 vont leur permettre de sortir la balle. Parce qu'ils ont 2-3 bons tireurs à 3 points. Ils ont récupéré quand même le petit Curry. Cette Curry, c'est un très bon pourcentage. Shake Milton va évoluer. Korkmaz est toujours là. Donc, il y a de quoi faire. Par contre, leur effectif reste pour moi toujours inférieur à certains. Et comme je disais, le dernier carré est possible parce que je pense que c'est le dernier carré où ça va se décider. Après, tout est possible entre les mecs du dernier carré. Mais ils peuvent matcher contre Toronto qui, pour moi, a perdu Ibaka et Gasol. Et ils vont devoir reconstruire et avoir des certitudes. Ils ont encore un effectif cohérent, mais ils peuvent se dire que la place de Toronto, qui pour moi était intouchable la saison dernière, dans le dernier carré, dans les 4 premiers, ils peuvent la gratter. Pour moi, Boston reste supérieur, par contre. Miami, s'ils confirment, ça va être dur de les enlever de ce carré. Les Bucks, aussi, je les vois toujours dans ce carré. Maintenant, il y a pour cette place-là qu'ils peuvent choper. Pour moi, ils peuvent la choper en espérant que Indiana ne prenne pas feu. Parce que Indiana, en santé, on a vu qu'ils ont des vrais joueurs de basket. Ils ont des vrais bons joueurs de basket. Donc, et maintenant, j'ai cité tous. Et le nouvel ogre que tout le monde prévoit, c'est les Nets de Milwaukee.
Ce qui fait que ce dernier carré là, excuse-moi, les Nets de Brooklyn. J'ai cru que tu avais fait exprès parce que c'est pas mal, hein, les Nets de Milwaukee avec Kevin. Ben oui, c'est un bon nom, mais non, c'est les Nets de. Ouais, j'imaginais le duo direct Kevin Durant et Giannis, c'est pas mal ça. Ben oui, mais là, ça va être terrible. Mais comme je dis, les Nets qui pour moi se battent aussi pour avoir cette place dans le dernier carré. Et en tout cas, dans les bookmakers, on les voit dans cette place parce qu'ils ont une équipe avec ce qu'ils ont fait sans Kevin Durant, sans Kyrie Irving, avec en partie Kyrie Irving, on les voit dedans, dans le carré. Donc, les Sixers ont cette mission, se battre pour accrocher, parce que sinon, s'ils sortent encore au premier tour, parce que ne pas être dans ce carré, ça veut tout simplement dire affronter l'une des équipes de ce carré au premier tour. C'est tout ce que ça veut dire. Et pour l'instant, sur cette match, je ne les vois avec cet effectif battre ni Boston, ni les Nets, ni les Bucks, et peut-être Miami, parce que Miami, j'attends confirmation. Pour moi, en déplacement dans une configuration classique de play-off, ils ont la chance que leurs jeunes auront mûri, mais la saison dernière, je ne voyais pas leurs jeunes briller sur le parquet des Sixers, qui sont une équipe type de domicile. C'était la meilleure équipe de conférence Est à domicile. Ils n'ont pas bénéficié de leur domicile dans la bulle, donc ils n'ont rien gagné. Ils ont gagné qu'un match, je pense. Et Boston, qui aussi, c'est une équipe de domicile avec son super parquet. Donc, peut-être que Miami, ils peuvent encore déranger, mais Miami, avec les certitudes, comme on dit, Miami me rappelle Boston d'il y a 2 ans, là. Ils ont mûri d'un coup. Ils ont des jeunes qui vont mûrir d'un coup. Et ils peuvent être très dangereux parce qu'ils ont pris de la confiance cette saison. Ils n'ont pas eu le temps de douter. Ils n'ont pas eu la première année de doute que beaucoup de rookies peuvent avoir. C'est vrai. Missy, comment toi tu réagis à cette nouvelle équipe enfin nouvelle, c'est pas le mot, mais bon, une équipe réorchestrée, réarrangée, enfin, Missy? Remaniée et bon, quant à ce qui est de Joël Embiid, on ne peut pas posséder un tel talent et mourir avec le talent. Il est clair qu'à l'heure où on se parle, le processus a été définitivement enterré. Ce process, toutes ces choses-là, mais il faut les enterrer. Il était temps. Je pense que l'élimination au premier tour dans la bulle a définitivement enterré cette étape-là. J'entendais Doc Rivers qui disait récemment, justement, il a parlé d'autres choses en passant. Le front office voulait faire venir son fils, aussi Rivers. D'ailleurs, Doc leur a dit non, parce que bon, pour son fils, ce serait mieux. On connaît toute la polémique quand ils ont été tous les deux au Clipper. Doc a aussi dit une chose, c'est que Harris dribble trop. S'ils ont coulé beaucoup l'an dernier, c'est aussi Harris. Hein. Il faut que Harris simplifie énormément son jeu. Il faut qu'ils parviennent à jouer tous ensemble. Et je pense qu'un petit jeune comme Matisse Thybulle doit avoir son rôle dans cette affaire. Qu'est-ce qui posait problème l'année dernière dans cette équipe? C'est la solidité défensive qui leur a cruellement fait défaut contre Boston. Quand vous jouez, cette équipe des Sixers, c'est jamais adapté. Quand vous jouez, vous devez jouer toujours dur. Et lorsque vous ne jouez pas assez durement, tout se paye. Quand vous êtes sur un terrain, on doit vous voir. Maintenant, ce qui doit être là pour les Sixers, c'est la répartition des rôles. Moi, je joue 4 pauses, je fais 6, ça. Et il faut que Joël Embiid revienne justement dans cette raquette. Joël Embiid, dans une raquette, vous ne pouvez pas l'arrêter comme ça. Vous l'arrêtez tout simplement avec la faute. Donc, il va falloir qu'il se remette dedans.
Joël Embiid qui tire à 3 points, les équipes, ça leur plaît bien. Tant qu'ils ne le voient pas dans leur raquette, vous ne pouvez pas dire, ah ben moi, je veux être Steph Curry et autres. Justement, et là, la menace qui vient dans toute cette Est, c'est que l'Est, hormis Kevin Durant, l'Est vient de se récupérer tout le... J'entends un bruit derrière moi, là. Non, il n'y a pas de bruit. Enfin, sauf que ici c'est calme, il n'y a pas de bruit. C'est un... Vas-y vers la conclusion, puis on enchaîne, vas-y. Ce qu'il faut dire, l'Est vient quand même de se récupérer de MVP, dont l'un s'appelle Russell Westbrook. Russell Westbrook est quand même un joueur qui peut quand même amener une équipe au playoff. Donc les Wizards seront à surveiller. Et puis il y a l'énigme Kevin Durant. Kevin Durant, pour l'heure, on ne sait pas exactement où en est-il. Peut-il faire une rechute? On l'a vu avec Klay Thompson, tout est possible. Mais si Kevin Durant est à son maximum, l'Est a du souci à se faire. Parce que Kevin Durant, lui tout seul, les Sixers vont avoir ce problème. C'est qu'ils n'ont pas le joueur, en fait. Joël Embiid est là, bien sûr, très bon. Mais il leur faut le joueur qui est quasi définitif. Et les Brooklyn Nets ont hérité de ce phénomène. On le dit depuis toutes ces dernières années, même si chaque année, il n'a pas été MVP. Ouais. C'est Kevin Durant qui a accepté de partager le ballon avec Steph Curry et d'autres. Là, s'il revient, il va revenir en mode scoreur et il va ramener de sa défense qu'il a hérité un peu chez les Warriors et tout ça. Donc maintenant, il va juste falloir que les Sixers puissent rivaliser avec eux. Apparu. Parce que même dans la Bible, par exemple, on a vu apparaître quelqu'un comme Adebayo. Il n'a pas envie de s'arrêter en si bon chemin. Et je crois que la saison régulière, les gens vont encore souffrir de cette équipe de Miami qui n'était pas finaliste pour rien. En tout cas, on est tous d'accord sur un point. Vas-y. Il va falloir toujours pour les Sixers prendre les bonnes décisions, et c'est pas parce que Doc Rivers est arrivé. Les Sixers ont toujours péché dans ça, mais il faut dire que la situation des Sixers est bien meilleure aujourd'hui comparativement avant l'avènement de Joël Embiid, où ils ne mettaient pas un pied devant l'autre. Ils gagnaient très peu de matchs, fort heureusement pour eux. Ils ne sont plus dans cette situation. En tout cas, je crois qu'on est tous d'accord sur un point. On n'est pas rassuré. Parce que c'est le mot. On n'est pas rassuré par la situation des Sixers de Philadelphie. Nos craintes sont toujours aussi vivaces concernant cette équipe. On espère que Doc Rivers nous fera mentir. Allez les amis, on va enchaîner, on va plutôt clôturer avec cette dernière partie pour la reprise de nos talk shows Radio Hall of Fame Basket sur le parquet. On va donc faire le point sur les Raptors de Toronto avec donc ces Raptors de Toronto, je sais pas si on va dire une autre équipe remaniée. Je vais pas parler d'une équipe New Look, mais une équipe remaniée, parce que lorsque vous perdez quand même Marc Gasol et Serge Ibaka, ça fait quand même beaucoup. En tout cas, moi je pense que ça fait beaucoup. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais on va commencer par écouter Pascal Siakam. On va écouter Pascal Siakam. On va l'écouter en français. Pascal Siakam qui a donc été interviewé par notre partenaire de Radio-Canada, Mike Laviole. On lui envoie un gros big up à Mike Laviole. Mike Laviole qui nous a mis à disposition donc son interview de Pascal Siakam. On l'invitera bien entendu sur les parquets, hein, Mike Laviole.
qui sera de retour sur le parquet de la Radio Off bientôt. D'ailleurs, on va diffuser aussi ces talk shows puisque lui aussi avec son podcast sur les Raptors, ils ont repris il y a aussi quelques jours avec ils ont fait très très belles émissions là sur le bilan des Raptors, une belle émission sur l'ère Vince Carter qu'on diffusera sur les ondes Radio Off Basket. Mais on va d'abord écouter Pascal Siakam. J'espère que j'ai bien calé la partie en français, sinon vous m'excuserez parce que je serai obligé de la chercher, de la fouiller, de la farfouiller un petit peu. Mais on va écouter Pascal Siakam au micro de Mike Laviole, Radio-Canada, en français les amis. J'espère que c'est bien calé. On va écouter. C'est parti. Hi Pascal, how's it going? Good, how you doing, man? I'm good. I just wanted to know, first, a couple of years ago, the Raptors... Alors c'est un petit peu en français, mais après je crois que c'est Radio-Canada et Mike Laviole qui vont intervenir. Je crois que vous l'entendez bien, non, Missy et le Doc ONP? No, it wasn't that way. I mean, okay. People just pointing out that the Warriors were the favorites, that's all. That's totally deserved it. You guys totally deserve it, just to make that clear. And now, what's the mindset that this team has to get back on top? I think, obviously, like, again, we didn't have the result that we wanted last year, and it's just, for every good team, when you go out there and you don't get the things that you wanted to get to, you just go back to the drawing boards, you work hard, and you try to get back to that level. And I think that's what we focus on, like, from, the first guy to, the last man on the team. Like, it's about, and even the new guys, they know, the level that we've been playing at for a while. So I think they're just ready to just come in and contribute and help. And for us, we just want to get back to the level that we're supposed to get to. We'll head now to Mike Lavoie with L'Express in French. Bonjour Pascal, content de te retrouver. Mike Laviole. Un peu dit en anglais, je voulais te demander, est-ce que tu as un peu analysé ce qui n'a pas été pour toi dans la bulle et quelles sont les réponses que tu as trouvées à ça? Ouais, je pense que c'était très intéressant, juste de revoir les matchs et juste de revoir mon attitude. Et pour moi, c'est quelque chose que je veux vraiment changer et pouvoir juste être content en fait. Avoir cette joie de vivre, cette joie de quand tu joues, et c'est quelque chose que j'ai pas vraiment vu sur moi quand je regardais les matchs. Donc je suis vraiment focalisé sur ça, et puis aussi avoir une équipe avec moi qui travaille sur mon développement, et je pense que cet été ou cette off-season, j'ai vraiment c'était vraiment un point de focus, et je suis vraiment content de ce qu'on a fait pendant l'été avec mon agent et tout ça. On a vraiment créé une équipe vraiment qui soit là toute l'année pour me soutenir, et on espère que ça va continuer, et juste avoir tout ce que je peux pour m'aider à être le meilleur que je peux. Parfait. Juste une deuxième question. Je voulais avoir ton avis sur le départ de Serge Ibaka et ce qu'il t'avait apporté lors de son passage à Toronto. Ouais, je pense que ça fait. Pour moi, je pensais que Serge devait revenir, donc ça m'a vraiment pris par surprise. Mais bon, en fait, je suis content pour lui. Je sais qu'il a pris une décision pour lui qui sera bien pour sa carrière. Et à la fin, il sera toujours un frère pour nous. Avoir gagné la NBA ensemble, c'est quelque chose qu'on n'oubliera jamais. Et vraiment, quelqu'un qui a joué en NBA pour des années, pour moi, je pense que c'est toujours un exemple et quelque chose que j'aimerais accomplir. Donc, on va vraiment le manquer, et vraiment, je suis de bonne chance. Merci beaucoup. And now to Raphaël with Radio-Canada. Bonjour Pascal, j'espère que vous vous portez bien. J'aimerais vous entendre, vous avez parlé un peu de cette équipe que vous avez formée. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails sur en quoi est-ce qu'elle consiste? Est-ce qu'on parle de préparateur physique ou davantage psychologue, de post-sportif? Ouais, c'est un peu de tout en fait, la nutrition, préparateur physique, beaucoup de gens en fait qui sont là pour travailler sur moi et continuer à m'aider à aller au niveau où je vais aller. Donc je suis vraiment content qu'on ait pu se faire ça. C'est quelque chose que j'avais toujours en tête, mais bon, je pense que cet été on a pu le faire,
et vraiment j'espère que ça va continuer comme ça et puis je vais voir les résultats et comment ça va m'aider en fait. Et vous en avez parlé un peu en anglais, mais comment est-ce que vous concevez que votre rôle peut changer cette année avec le départ de Serge, de Marc, en étant un grand gaillard? Est-ce que vous pensez que Nick pourra vous utiliser à une sauce un peu plus différente? Ah ouais, peut-être. Moi, je suis toujours un gars qui pour moi, c'est l'équipe en fait. Tout ce que je peux faire pour qu'on gagne, c'est ça l'important, c'est ça l'essentiel. Donc, je suis focalisé dessus et vraiment à la fin, si je dois jouer meneur ou je change dans le 5, vraiment, je vais faire ce que je peux faire pour que l'équipe gagne. Merci. And Pascal, our last one is going to be with Babacar Diarra. Voilà, je crois qu'on a écouté le plus important. En tout cas, je voulais qu'on l'entende. Pascal Siakam en français, c'est pas tous les jours. Donc, quand on a l'occasion d'écouter Pascal dans la langue de Molière, on va dire ça comme ça nous fait plaisir. Voilà. Alors, globalement, c'est une interview qui a duré 24 minutes. Elle était en grande partie en anglais, donc moi j'ai déjà traité l'interview dans son intégralité dans un article que j'ai publié sur le site officiel radiooff.net. Vous pouvez retrouver l'intégralité du dossier sur notre site, mais on va parler, je vais évoquer avec vous globalement les grandes parties de cette interview. Alors moi ce que j'ai retenu, c'est surtout le fait qu'il a rabroué, je vais pas dire qu'il a rabroué, mais il s'est pas laissé faire lorsque un journaliste a tenté de poser une question sur les Raptors en indiquant que ils avaient gagné le titre NBA, que c'était une surprise. Voilà, il a dit c'était une surprise pour les Raptors de gagner le titre et il a pas apprécié ça et il s'est pas laissé faire, il a stoppé le journaliste très vite et le journaliste a essayé de reformuler sa question en étant un peu moins je voulais dire irrespectueux, voilà, on va dire ça comme ça. Ça c'est l'un des points. Le deuxième point, irrespectueux. Je trouve pas ça très respectueux de la part de ce journaliste-là de ne pas considérer son titre. Enfin, le journaliste, il avait dit, le journaliste lui a dit, il y a 2 ans, vous avez gagné le titre de façon surprenante. Voilà, là, je traduis en français. Il a dit, j'ai pas le terme en anglais, mais il a dit, vous avez gagné de façon surprenante. Et Pascal a répondu, mais pourquoi vous dites de façon surprenante? Et pourquoi est-ce que c'est pas une surprise? Donc, c'est un peu comme ça qu'il a répondu. Au début de la saison, personne ne les voyait. Après, au fur et à mesure, ils ont avancé. Ah, c'est la beauté du sport. mais c'est une surprise. Je veux dire que quand on s'assoit en début de saison, qui nous dit que Miami sera en finale? Moi, si quelqu'un me dit que vous êtes arrivé en finale de façon surprenante, à Miami, c'est pas mal, c'est pas méchant. C'est vrai que c'est surprenant. Vous avez 2%. Vous avez 2% d'arrivée où ils sont arrivés. Mais oui, je suis Toronto, avec toi, personne ça ne dévalorise pas leur titre. Hein. Ils sont champions. Mais moi, je dis, c'est... Je suis d'accord avec toi, mais de l'heure actuelle, tu sais toujours qu'il y a une arrière-portée. Il y a toujours ce truc là qui veut dire que les Raptors ils ont gagné le titre parce que Kawhi il était là, tu vois, le truc c'est toujours ça. Bon, ça restera toujours quoi. Donc Pascal reste un compétiteur, donc forcément il réagit. C'est un petit peu normal. Je voulais terminer. Je vais vous faire la passe. Hein. Laissez-moi un peu terminer avec la présentation de l'interview. Après, je fais réagir Missy et le doc ONP. Donc, je voulais juste préciser. Donc, il y a cette partie-là où il a un peu repris le journaliste et le point que j'ai retenu, puisqu'on s'est tous posé la question. Je suppose que vous aussi vous êtes posé la question. On n'a pas eu de nouvelles de Pascal Siakam pendant cet été. Il est resté très très discret, hein, Pascal Siakam. C'est quelqu'un de discret de nature. Alors là, il nous a coupé totalement. On n'a rien vu. Chaque été, on a souvent quelques images qui tournent là sur les réseaux sociaux, mais là, on n'a rien vu. Et puis, on lui a posé la question, qu'est-ce que tu as fait cet été? Et il a donc parlé de ce travail mental. Alors ça, c'était nouveau parce que Pascal Siakam n'avait pas abordé cet aspect du travail mental avant dans sa carrière. Il a dit d'ailleurs que c'est quelque chose de nouveau, un travail mental, c'est-à-dire travailler sur l'aspect mental de son esprit. Il a revu les matchs dans la bulle et il a dit je ne me retrouvais pas,
je faisais la gueule tout le temps. Lorsqu'il se voyait sur l'écran, il dit voilà, je faisais tout le temps la gueule, j'étais triste, j'étais pas bien, j'étais pas à l'aise et tout ça. Bon, il y a l'actualité Covid-19 qui était là, mais pour lui, voilà, c'est un fait, c'est quelque chose qu'il travaille. Il estime que mentalement, s'il avait été plus positif, ses performances auraient été mieux. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que au niveau, enfin ce que j'ai retenu, c'est le deuxième point, c'est que il a l'intention de passer un cap au niveau leadership, parce qu'avec le départ de Serge Ibaka, Kyle est toujours là, mais avec le départ de Serge Ibaka, il aura beaucoup plus de poids sur ses épaules. Donc Pascal Siakam, il a précisé qu'il est prêt à prendre son rôle de leader. Donc on attend de voir ça. Ça c'est important. Le troisième point, c'est le small ball. Voilà, il va avoir un peu plus de small ball, on a l'impression, à Toronto. Je sais pas ce que ça va donner, mais bon, avec un Pascal Siakam capable de jouer au moins du poste 1 jusqu'au poste 4, il y aura un peu plus de small ball et on va voir comment les choses vont donner. En tout cas, Pascal, il a dit à la fin qu'il était très excité de cette nouvelle équipe et de voir ce qu'il pourrait proposer. Maintenant, moi, je vous l'ai dit vraiment avec le départ de Serge Ibaka qu'il a surpris, parce qu'il a dit voilà, j'étais surpris de voir le départ de Serge. Voilà, mais bon, il va s'adapter et on espère de voir les Raptors au meilleur de leur forme. On va commencer par Missy. Missy, qu'est-ce que tu voulais dire après on enchaîne avec le doc? Oui, à un moment donné, tout sportif qui espère percer dans le sport est obligé de s'entourer. Les Novak Djokovic, Federer ou autres Nadal, ils sont pas aux 3 premières places durant toutes ces années pour rien. Ils ont des staffs impressionnants. Et donc Pascal Siakam, il a accédé à un statut où il avait peut-être jamais rêvé d'être là. Il se disait qu'il avait sa place là. Mais quand vous accédez et quand vous savez, quand vous jouez que de temps à autre, quand vous voyez de temps à autre, peut-être vous avez potentiellement le talent, mais quand vous quand vous donne la responsabilité d'un franchise player, même si vous n'avez pas encore le statut, qu'on vous donne cette responsabilité-là, à un moment donné, il faut prouver toujours. On a dit oui, Pascal Siakam n'est pas vraiment un franchise player, il ne mérite pas ci, il ne mérite pas ça. Sa saison régulière est bien meilleure que celle de la saison précédente. Donc il y a juste une chose, c'est l'absence d'adaptation qui s'est passée dans cette bulle. On rappelle bien les demi-finales de conférence qui perdent face aux Celtics. Les Celtics sont eux-mêmes le miroir des Raptors. Ça se joue à rien du tout. Ça se joue dans les matchs où ils se ratent un peu au début. Bon, ils essayent de faire un peu de rattrapage, mais une chose est donc sûre, c'est que Pascal Siakam, c'est un bon joueur. Il est devenu la cible des défenses adverses. Maintenant, dès que vous êtes catalogué comme un bon joueur, l'adversaire sait comment vous vous déplacez sur un terrain, qu'est-ce que vous faites. On regarde la vidéo pour voir quels sont les mouvements de Pascal Siakam, dans quelle situation, tel qu'il est là et tout ça. Tout joueur a suivi ça. Dans cette NBA, Michael Jordan, c'est ce qu'il subissait avec les Pistons. Ça a été d'ailleurs l'un des plus gros axes de progression de Michael Jordan a été là. Rendre son jeu imprévisible et toujours surprendre l'adversaire. Ça, au jour d'aujourd'hui, c'est la nouvelle mission de Pascal Siakam. Et vous pouvez pas le faire tout seul. Vous devez être entouré. Vous devez avoir votre coach personnel, votre médecin personnel. Quand on prend Kevin Durant, il se blesse. Même quand il va à une discussion avec quelqu'un qui doit se faire soigner, mais il fait appeler son médecin qui va dire, et on va dire à son médecin, voilà les options sur la table. Son médecin va regarder de plus près. Lui-même, Kevin Durant, il marche pas.
Même quand il est blessé, il ne marche pas sur son préparateur physique. Vous devez avoir ces gens-là. Naomi Osaka a commencé à briller quand elle a pris ces 3 personnes. Son préparateur physique, un entraîneur, tous ces gens-là doivent être à votre service, ça temps plein, ça coûte de l'argent, on sait. Mais c'est des sacrifices que vous devez consentir à faire si vous voulez rester dans cette ligue. Maintenant... On espère que ça va payer. Vas-y, de la conclusion, puis le doc va réagir. Juste pour la conclusion, c'est quelqu'un, on sait, il a commencé le basket tard, il sera toujours un apprenti du jeu. Et pour demeurer cet apprenti-là, vous devez savoir vous entourer. Et le fait de la belle manière, en tout cas. Le doc. Le doc ONP, les Raptors Toronto, tu vois toujours les Raptors dans le top 4, toi, moi j'ai des petites craintes. J'ai des petites craintes là qui me gratouillent là. Je disais tout à l'heure un petit peu, c'est ce que je disais tout à l'heure un petit peu. J'ai des petites craintes qui me gratouillent la nuque. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Par rapport aux Sixers, c'est que peut-être que les Sixers peuvent faire sortir Toronto de ce top 4. D'ailleurs, eux-mêmes, ils veulent essayer d'y rester parce que ce sont des compétiteurs, hein, et que à l'instant T, en début de saison, on ne sait pas trop. Mais avec l'arrivée des Nets qui vont bousculer dans ce top 4, Toronto est l'équipe pour moi la moins armée des principaux prétendants. C'est la moins armée. On l'a dit, Boston a des certitudes. Toronto, ils ont non seulement perdu Gasol qui a été beaucoup blessé, mais qui était quand même un leader dans cette équipe. Et défensivement, on a vu que en saison régulière, dès qu'il avait des jambes, ce qu'il pouvait leur apporter, face notamment à des joueurs comme Embiid. Donc, ils perdent Ibaka. C'est 100% de leur défense intérieure. C'est 100% de leur défense intérieure. Maintenant, ils auront toujours Pascal, qui, lui, est un 4, mais qui est beaucoup en décalage en 3 parce qu'il a un jeu extérieur et d'attaque de cercle rapide assez efficace. Anunoby, qui va sûrement occuper ce poste 3. Et après, bon, Van Vliet plus leur meneur. Kyle Lowry. Donc, ils ont encore quand même un quatuor avec des certitudes dedans. Ils vont trouver, je sais pas qui va jouer dedans en titulaire, mais comme il disait, ça sent du small ball pour une bonne partie du match. Mais avec, je pense qu'en sortie de banc, ils auront toujours quelqu'un qui peut venir essayer de mettre un peu de poids. Norman Powell, c'est là aussi. Oui, Norman Powell est encore là, mais lui, on sait bien que si Norman Powell intègre le 5, ça veut dire que Pascal va jouer en poste 5. Ça veut tout simplement dire que c'est Pascal qui va jouer pivot, et Pascal, je le vois très très mal occuper ce poste. Par contre, leur force, c'est que physiquement, ils ont des jambes pour verrouiller leur rebond. Anunoby, c'est du très physique. Pascal aussi. Donc peut-être qu'ils vont donner sa chance à Chris Boucher, je sais pas moi. Voilà, j'ai le nom que je cherchais aussi. Peut-être que Chris Boucher, très fragile, je le vois plus en 4. Mais étant donné que le poste 4 est déjà occupé, peut-être qu'il va même intégrer le 5. Mais c'est pour ça que je parlais de plus de small ball cette saison pour les Raptors. Voilà, j'ai hâte de voir parce qu'ils ont l'un des coachs les plus intelligents de cette ligue, si c'est pas le plus intelligent. Donc j'ai hâte de voir comment il va gérer ça. Mais comme toi, Phil, j'ai juste peur que au premier tour, Toronto est déjà un très gros morceau. C'est-à-dire l'un des top 4 que je vois. Et parce que sortir 5e, c'est-à-dire que tu affrontes le 4e. Et si le 4e du premier tour c'est Miami, ou le 4e du premier tour c'est Boston, ou je ne sais pas qui d'autre, ça devient déjà un premier tour très très délicat. Ouais, en tout cas, j'espère que Pascal va nous faire une grosse saison parce que c'est sur la saison dernière All-Star,
5 entrants All-Star. Pour moi, c'est la saison de confirmation qui vient là. Confirmation en tant que leader et en tant que star. Parce que la saison du titre, c'était la saison, pour moi, surprise. Et il a montré son talent. La saison dernière, il l'a confirmé. Et il a montré qu'il peut être leader. Même s'ils n'ont pas réussi. C'est pas tout le monde qui réussit. Hein. Giannis, c'est bien star, mais c'est un leader qui a aussi échoué. Donc, je pense que Pascal, pour moi, cette saison, j'espère vraiment qu'il confirme tout le bien que les gens ont pu voir de lui la saison dernière et qu'il accroche encore une place de All-Star. En tout cas, on lui souhaite le meilleur. Missy, qu'est-ce que tu voulais dire rapidement? Après, on va faire la passe au doc. Il a encore une dernière chose à préciser. Vas-y, Missy. Non, juste une chose. Je m'inscris en faux tous les jeunes qui, un an après, racontent des bêtises sur lui. Le sport est assez difficile pour qu'on s'en souvienne de ça. Il a formé quand même avec Kawhi Leonard pendant toutes ces playoffs, l'un des duos les plus prolifiques de l'histoire de la NBA. Vous n'êtes pas à ce niveau-là si vous n'avez pas un peu de talent et un peu de bon jeu. Donc c'est facile après coup de dire mais le titre c'est par hasard. Non, les titres ils l'ont eu justement. C'est les 2 premiers matchs qui ont gagné aux Warriors dans la salle des Warriors. Donc voilà. En tout cas, le Doc NP. Le Doc NP, tu avais une petite gueulante. Je vais te laisser t'exprimer là-dessus et après on va clôturer le show. Qu'est-ce que tu voulais dire? Vas-y. Moi, ma gueulante, c'est sur ce qui s'est passé dans ce marché des transferts. Vas-y. Je ne sais pas si c'est l'année Covid qui veut ça ou si c'est une génération, comme on parlait un peu quand Missy a dit que Harden ne devait pas faire se comporter, surtout de ceux, je sais pas, en général se comporter ainsi dans cette période, mais ce marché des transferts a montré que il y a je peux pas dire une mafia, je suis pas dans les petits papiers, mais il y a pour moi des trucs qui ont été très incohérents. Il y a pour moi notamment parce que je parle avec des pincettes quand même, il faut mesurer ces mots, parce que je veux accuser personne, mais tel que je l'ai perçu, je pense qu'il y a des agences telles que Clutch, je vais citer le nom, qui m'ont montré que la facilité pour un joueur, c'est de signer chez eux parce qu'ils ont des passes droits. Ça me rappelle un peu au foot. Il y a 2-3 agents dans le monde du foot, sont 2, qui ont pignon sur eux. Mais au basket, je savais pas que ça pouvait atteindre ce point-là. Parce qu'on a bien vu que, ceux qui ont animé le marché des transferts, c'est Clutch, le plus. Mais en plus, on a l'impression que Clutch fait le beau jour et le mauvais jour dans certaines équipes. Parce que quand un agent commence à avoir 2 joueurs, 3 joueurs principaux dans cette équipe, il a la main sur l'équipe. C'est-à-dire qu'il peut menacer même, ou bien il peut mettre des conditions front office pour rajouter des joueurs selon leur bon vouloir, parce que sinon ils peuvent menacer de faire bouger leurs joueurs stars, ou bien de trouver d'autres solutions pour leurs joueurs stars. Et ça devient dangereux pour la ligue qu'une agence ou 2 possède la majeure partie des joueurs. Parce que moi, j'ai vu des joueurs, je prends l'exemple d'abord de Montrezl Harrell, qui pour moi, c'est une pépite. Montrezl Harrell, qui a 24 ou 23, 24, je ne sais plus combien. Il a 24 ans, 24 ans. L'âge, voilà. Montrezl Harrell qui, quand je vois les salaires qui ont été donnés, et tout le monde l'a dit, il y a d'autres joueurs qui l'ont même dit, quand je vois les salaires qui ont été donnés, Montrezl Harrell qui a l'occasion, comme tous les joueurs, de son talent, je vois des joueurs à 100 millions 5 ans, 125 millions 4 ans, 185 millions 5 ans. Je ne dis pas que c'est un franchise player, mais je prends par exemple, on a vu une démonstration de Montrezl Harrell qui va chez les Lakers pour des peanuts. On sent vraiment que ça, ce n'est pas pour le bien de sa carrière.
On a dit qu'actuellement, on est dans une période de NBA où les joueurs pensent à eux. Mais quand tu es signé dans une agence qui ne pense pas à ta carrière pour X ou Y raison, je ne veux pas dire pourquoi, parce que je n'en sais rien. Moi, ma pensée actuelle, c'était qu'il fallait renforcer les Lakers au lieu d'envoyer Montrezl chez une autre équipe où il va toucher ses 100 millions sur 4 ans, comme il les vaut, parce que il a une marge de progression et qu'il était meilleur 6e homme et il vaut 22 points 10 rebonds facile. Et tout joueur qui vaut 22 points 10 rebonds facile a au moins le salaire de Nicolas Batum. Et il se retrouve en train de prendre 9 millions par saison parce qu'il est dans une agence qui a décidé de faire en fonction d'une équipe. Je trouve ça, pour moi, qu'on est vers une dérive. C'est pas scandaleux encore, parce que c'est le jeu. Il joue le jeu. Mais on est vers une dérive. Et ce n'est pas tout, parce que ce n'est pas le seul joueur de chez Clutch Sport où on a vu cet été une des manœuvres qui a priori ne pense pas aux joueurs, qui pense plus stratégie. Moi, un agent, c'est faire le mieux pour le joueur qui a signé chez moi. Si je suis agent, c'est ça. Moi, et c'est pas le seul exemple. J'ai cité un seul exemple, mais il y en a d'autres. Il y en a plein d'autres. Mais c'est celui qui me paraît le plus violent. Et on regarde aussi, parce que autant un club peut se retrouver à faire une erreur d'argent. Pour moi, Jordan a trop donné, en tout cas, c'est pas Jordan seul. Les Hornets ont trop donné d'argent à Gordon Hayward. C'est le jeu. Ils font ce qu'ils veulent de leur argent. L'agent de Gordon Hayward est très fort. Il a fait ce qu'il a pu, il a pensé à son joueur. Il a négocié à gauche, à droite. Quand il a renoncé à ses 34 millions, on l'a pris pour un fou. Et il est parti ramasser la même chose, mais sur 5 ans, quelque part. Donc, c'est intelligent, c'est ce qu'un agent veut faire. Mais que des équipes commencent à travailler avec une seule agence en majeure partie, ou que l'agence soit prépondérante à l'équipe, là, on va vers une dérive où déjà la NBA, c'était des associations de beaucoup de joueurs qui se retrouvent ensemble dans une équipe et ça crée un déséquilibre. Là, on va aller vers cette dérive et ça va renforcer cette dérive si une agence commence à posséder les 3 meilleurs joueurs d'une équipe. Quand une agence possède les 3 meilleurs joueurs d'une équipe, c'est elle qui possède l'équipe. L'agent a ses passe-droits. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. En tout cas, on aura l'occasion de revenir. Effectivement, c'est une analyse très très intéressante. Moi, je propose même qu'on fasse une analyse un peu plus précise, plus en profondeur de la mainmise de certaines agences comme Clutch Sport sur le sort de certains joueurs. On aura l'occasion de revenir dessus. Mais si rapidement, qu'est-ce que tu veux dire? C'est juste une chose, on a beau avoir un bon agent, faut veiller en sorte qu'il défende bien vos intérêts. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure en début là. On est en train de dire, les sportifs doivent se modérer. Je suis pas en faveur pour que les sportifs se modèrent. Parce que ceux qui viennent derrière là, eux aussi, il va falloir que le talent se modère. Malheureusement, tous ceux qui demandent aux sportifs de se modérer ne doivent jamais oublier que tous les talents se monnaient. Regardez par exemple, on a parlé de Salou Gainsbourg. Il a signé un contrat, quand même sur 3 ou 4 ans pour 5,4 millions. Okishi est connu pour être les radins de l'affaire. Oui, et pourtant, on sait qu'il a du potentiel et tout. Et juste pour terminer cette émission, les training camps vont démarrer, la bulle va démarrer. Moi, j'ai une petite pensée pour Paul Bois. J'espère qu'il pourra accrocher une place à Miami. Voilà, on pense à lui. Vous pensez pour lui, ouais. C'est un jeune qui rêve d'atterrir à la NBA. C'est un jeune qui travaille beaucoup, qui fait beaucoup d'efforts. J'espère qu'il aura sa petite porte d'entrée. Voilà, on parlait justement de ça. Voilà, Fred VanVleet, il vient de signer son gros contrat.
lui aussi, au moment de la draft, il n'a pas été drafté. Donc, mais quand il s'est agi de réclamer ce million aux Raptors, il a dit oui, il faut me donner l'argent. Voilà. Maintenant, pour terminer sur une petite chose, c'est par rapport à Kyrie Irving. Et il faut lui dire, il faut qu'on explique à Kyrie Irving que la NBA est un business et que les gens qui ne veulent pas parler, donc c'est donc les télévisions qui donnent 9 milliards par an à la NBA. Il va falloir qu'ils reviennent croiser le chemin de ces gens. Il ne sera pas d'accord avec eux tout le temps, mais au moins il va pouvoir s'expliquer. C'est pas grave si les gens... Kyrie il fait partie de ces personnalités un peu à part de la Ligue. Oh. Oui. Un peu à part de la mais Missy, je pense que Kyrie a fait le bon choix de ne pas parler aux médias pour l'instant. Moi, honnêtement, je pense qu'il a fait le bon choix parce que ça le dessert. Tout ce qu'il dit, il fait tellement de boulettes. Et je pense même qu'il devrait même laisser les réseaux sociaux, lui et son pote là, Kevin Durant, pendant au moins la saison régulière. Je pense qu'il devrait même éviter les réseaux sociaux, à part pendant le All-Star, ce genre de choses. S'il y a même All-Star, cette année. non, il n'y a même pas. Donc, je pense que pour son bien, peut-être qu'il a été bien conseillé en disant, évite d'abord les médias, concentre-toi sur ton jeu, parce que tout ce qu'il raconte, on a l'impression que dès qu'il se lance, il y a la boulette qui va sortir. On attend à quel moment il va dire une boulette. Parce que tu sais bien qu'à Boston, il a tué sa relation à Boston en essayant de s'exprimer au micro des journalistes. Pourtant, je pense pas qu'il voulait faire mal, mais il est mauvais communicant. Il ne sait pas qu'il est mauvais communicant, c'est qu'on lui donne raison bien plus longtemps après. En tout cas, on aura l'occasion de revenir dessus. Voilà. On aura l'occasion de revenir sur les Nets de Brooklyn, Kyrie et Durant. Il y a beaucoup de choses à dire sur la NBA. Je reviendrai sur l'histoire dont on a parlé. On va faire un petit peu plus long parce que je vous parlerai de plusieurs articles. Hein. Ce que j'ai dit. J'ai bien envie que tu me fasses un dossier là-dessus et puis on fait un point. Hein. Moi, j'ai bien envie. Tu nous fais un dossier dessus et on fait un point. Petite parenthèse, John Wall et son salaire et qui part de l'autre côté, il est aussi à Clutch. Mais on en parlera un petit peu. On en parlera. Alors, je crois que c'est un dossier intéressant sur l'empire Clutch Sports de notre cher. Je vais pas le citer ce soir. On en reparlera, les amis. Allez, on va clôturer l'émission. On avait beaucoup de choses à dire. On reviendra la semaine prochaine pour continuer avec l'actualité de l'NBA. On vous l'a dit, c'est la reprise de la NBA sur Radio Off Basket. On avait besoin d'une petite coupure. En tout cas, moi, personnellement, j'avais besoin d'une petite coupure avec mes petits soucis de santé. Mais je suis revenu d'attaque. Et on va reprendre les talk shows comme à notre habitude. Donc, le mardi avec de Big NBA Show. Le jeudi, NBA No Limit. Et le dimanche avec Total Africa NBA. Missy, c'était un plaisir pour cette reprise avec toi dans Radio Hall of Fame Basket. Peut-être reprise, soyez prudents avec cette maladie, le Covid. Ça n'a pas les mêmes effets, personne sur l'autre. Et donc, elles sont bien concentrées, bien prudents. Et on attend avec impatience le retour de la NBA. Prenez soin des vôtres et faites attention à votre santé mentale. Voilà. Doc NP, c'était un grand plaisir ton retour sur le parquet de la radio. On se dit rendez-vous mardi pour de Big NBA Show, le Doc. Oui, très bonne soirée, très bon début de semaine à tout le monde et mardi soir, on sera là bien sûr. Voilà. Merci le Doc NP, merci Missy du côté de Paris, le Doc depuis Angers, Oncle Phil basket du côté de Douala au Cameroun. C'était donc la reprise de Radio Hall of Fame Basket avec la rentrée NBA et je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Merci à tous, c'était un plaisir. Ciao, bye bye. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.